Merci beaucoup, Mouloud. Merci au Centre Justice et Foi de m'avoir invité. Alors, vous me pardonnerez si je vais avoir tendance un petit peu à lire et puis aussi à entrecouper de petites envolées plus spontanées, mais de manière surtout à pouvoir respecter le temps que le gardien du temps ici va faire respecter avec vigilance. Donc, OK, d'abord, je vais commencer tout de suite par dire que je ne pense pas que ce qu'on appelle l'islamophobie, pas plus d'ailleurs que l'antisémitisme, je ne pense pas que ce soit des racismes qui soient justifiables de catégories théoriques, conceptuelles, séparées ou à part. Okay? Il ne s'agit pas nécessairement de racisme exceptionnel. Je pense qu'il faut le dire, l'islamophobie est un racisme. Maintenant, il faut voir comment chaque racisme se construit socialement, comment les conditions sociales et historiques surtout qui président à la production de la racisation pour chaque groupe. Mais là, je vais essayer plutôt je vais essayer de décortiquer avec vous les procédés essentiels, on pourrait dire, à la base de ce qu'on appelle la racisation. La racisation qui est une précondition essentielle du racisme. C'est quoi le racisme? Pour faire très court, en gros, ça repose sur deux processus qui sont interreliés. Il y a d'abord un processus de hiérarchisation, stigmatisation, infériorisation. Celui-là, je dirais que c'est le plus facile à appréhender et dont on peut voir les traces dans les médias, dans les politiques. Mais j'aimerais ça remonter en amont du processus de stigmatisation pour voir un peu, avec vous, discuter du processus de racisation, qui opère même donc en amont de la stigmatisation, qui la rend possible, comme je disais. Donc, aujourd'hui, évidemment, le racisme de type biologique a été congédié suite à la Deuxième Guerre mondiale, au mouvement antiraciste de décolonisation, les mouvements de droits civiques aux États-Unis. Donc, c'est très mal d'être raciste. C'est illégal, c'est socialement condamné. Mais, comme l'a dit Mouloud, je crois que le racisme se reconfigure et de manière à s'adapter à ce nouveau contexte. Donc, aujourd'hui, on a une racisation qui opère principalement par la culture, par la catégorie de culture. Alors, qu'est-ce que la racisation fait avec la culture? Elle naturalise la culture. Elle en fait une donnée de nature. Cette culture, qu'elle soit réelle, et souvent, en fait, plus souvent imaginée que réelle, devient le principe absolu à la base de tout l'être du groupe. L'islam, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, tend à devenir la matrice explicative surdéterminante de tous les comportements, les attitudes individuelles des individus catégorisés comme musulmans. Et donc, parce que les musulmans sont considérés comme dans ce paradigme, dans cet imaginaire, les musulmans sont considérés comme le sous-produit d'une culture omnipotente, surdéterminante, une culture qui est figée hors du temps, à l'épreuve des faits, de la complexité du réel. Du coup, on se trouve à gommer toute la diversité individuelle, ainsi que les nombreux clivages d'âge, de genre, de classe ou autres, ou ethniques, qui traversent cette communauté imaginée. Alors, je vais vous le dire brutalement, et je pense que la présentation de Myriam allait un petit peu dans ce sens-là. La communauté musulmane n'existe pas. Okay? Tout ça pour dire, c'est une formule choc pour dire que c'est tout à fait réducteur et on vient broyer toute une diversité complexe qui s'appréhende très mal à partir de cette catégorie essentialisante. Du coup, ce procédé donc de naturalisation de la culture fait que chaque cas particulier qui met en scène les musulmans dans les médias, par exemple, va tendre à faire office de spécimen de tout le groupe. Ce qui représente, on parlait des conséquences sociales aussi du racisme et de la racisation, ce qui représente un fardeau très lourd à porter pour les individus ainsi catégorisés. Et donc le corollaire de cette racisation, c'est qu'il y a une tendance à l'interchangeabilité dans les représentations du groupe majoritaire des individus de foi musulmane. Et donc, nourris par des médias, il y a des figures standardisées qui sont familières, aux contours bien définis, qui se cristallisent dans l'imaginaire social. On pense à la fille voilée, qui est nécessairement soumise et aliénée, le musulman orthodoxe, qui est nécessairement hostile aux valeurs occidentales libérales, en particulier l'égalité des sexes. Et du coup, tous les écarts par rapport à cette norme stéréotypée deviennent difficilement envisageables parce qu'ils créent une dissonance cognitive.
Donc chaque fois le procédé est le même. On part, les médias, souvent, parce qu'il s'agit souvent des médias, mais pas exclusivement, les médias nourrissent ces représentations catégorisantes et stéréotypantes, mais sont aussi la caisse de résonance de la société. Les médias partent de cas minoritaires qui servent de point d'appui à une montée en généralité qui consacre l'idée que c'est l'islam qui s'exprime à travers l'individu. Donc il ne s'agit pas non plus ici de congédier le concept de culture. Il ne s'agit pas de dire que les cultures n'existent pas, mais c'est qu'il faut complexifier la notion de culture et cesser de penser, alors que de penser la culture comme je disais, comme le facteur explicatif surdéterminant qui permet de comprendre tous les comportements individuels et collectifs de ceux qu'on appelle les musulmans. Et d'ailleurs, le groupe majoritaire, généralement, se réserve ce privilège de la complexité quand il pense à sa propre culture. Hein, la plupart des gens qui ont le privilège de ne pas être racisés dans une société donnée ont cette possibilité donc de pouvoir être définis, se définir et d'être définis en retour à partir de catégories choisies en fonction du contexte, de l'interlocuteur, que ce soit le genre, la classe, et surtout à partir de son individualité propre. Donc, le culturalisme propre à la racisation exerce une violence symbolique assez forte sur les individus, puisqu'elle nie, elle broie les individualités. Donc, chaque fois qu'un homme musulman va défrayer les manchettes parce qu'il est accusé de violence conjugale ou de violence terroriste, ou si un tel imam très conservateur va se lancer publiquement dans une diatribe anti-occidentale, sexiste et homophobe, les médias ont tend à présenter ces histoires comme autant de sous-produits de la culture musulmane. C'est peut-être pas dit tout le temps explicitement, mais c'est l'efficace sociologique, en tout cas, et va dans ce sens-là. Donc, du coup, chaque cas minoritaire devient un peu, par un processus de métonymie, où on prend la partie pour le tout, devient un peu, les cas déviants deviennent le bras armé de leur culture. Du coup, à chaque fois que ce type de cas qui scandalise dans les médias sort, tous les musulmans, les gens catégorisés comme tels, sont nerveux. Puisque on sait qu'il y a des schèmes qui risquent de s'activer et le soupçon risque d'être jeté sur tous les individus qui s'associent au sang de foi ou de culture musulmane. Donc, un autre procédé que j'aimerais souligner, c'est que la racisation est une production autoréférentielle. Okay? Donc, ici, je m'appuie sur Edouard Saïd, pour moi, qui a écrit, comme vous le savez, l'Orientalisme, qui est un ouvrage fondateur des études postcoloniales. Pour moi, l'une des plus grandes innovations théoriques de Saïd dans son bouquin, c'est l'intuition selon laquelle l'Orient est construit en vase clos, au sein d'un système symbolique qui préfabrique la figure de l'autre, de l'altérité, sur un mode autoréférentiel. Donc l'Occident peut alors difficilement remettre en question ses représentations stéréotypées, dans la mesure où l'orientalisme constitue un système circulaire rigide, au sein duquel chaque nouvelle image de l'autre vient confirmer l'image précédente, un peu comme dans un jeu de miroir disposé en cercle. Donc, dans un tel schéma, il est plus nécessaire même de donner la parole aux personnes catégorisées dont on parle, puisqu'on parle pour elles, c'est suffisant. Donc, je ne veux pas dire par là que les figures orientalistes du musulman ou de l'arabe sont inébranlables. Par exemple, au Québec, beaucoup plus qu'en France, par exemple, pendant le débat qui a mené à la loi qui prohibe le port de signes religieux dans les écoles, au Québec, pendant le débat sur la Charte des valeurs, qui devait mener à l'interdiction du port de signes religieux dans la fonction publique, la couverture médiatique de la Charte des valeurs donc, a suscité quand même une vive opposition qu'il faut souligner et qui a permis parfois l'expression de discours qui appelaient à garder une distance critique face à des amalgames trop faciles entre foulard, islamisme et oppression des femmes. Mais au-delà du fait que ces contre-discours furent en général assez marginalisés dans l'espace médiatique, j'aimerais souligner un fait assez frappant, c'est que très peu de médias ont donné la parole à des femmes voilées elles-mêmes pour saisir les significations qu'elles confèrent au hijab. Donc qu'il s'agisse de discours pour ou contre la Charte des valeurs, on assistait à un débat entre nous sur elles. Les femmes voilées devenant un peu ces corps racisés, objectifiés, appelés à être gérés sur un mode positif ou négatif, selon le camp où on parle, sur un mode un peu gouvernemental, gestionnaire, donc des objets appelés à être gérés par les sujets légitimes de la nation, pour paraphraser
un théoricien du racisme, Hassan Haj, que j'aime beaucoup. Du coup, sont invisibilisés toute la multiplicité des motifs invoqués par les femmes musulmanes pour se voiler, ainsi que les nombreuses les interstices à travers lesquels les femmes voilées pourraient se faufiler pour contester, contourner, récupérer la symbolique dominante du hijab, fût-elle islamiste. Donc l'agentivité, la capacité de s'auto-définir sur une base autonome tend à devenir un privilège des femmes occidentales, de l'Occident par extension plus généralement, alors qu'à contrario, les femmes musulmanes, et a fortiori les femmes voilées, tendent à être perçues comme assujetties à une culture toute puissante, encore une fois, qui broie les individualités. Bon, un autre procédé, alors je vais finir avec ce procédé pour moi qui est assez important, c'est de construire, qui est au fondement de la racisation, et qui s'articule cette fois à la stigmatisation et l'infériorisation, c'est la construction du problème musulman. Alors, non seulement les musulmans sont construits, il y a disons un patron, un standard avec quelques figures familières qui servent de repères ou de paradigme pour déchiffrer, décoder l'islam et les musulmans. Mais en plus, ils sont construits comme une menace intérieure. Donc c'est une caractéristique qui est propre, encore une fois, il ne faut pas non plus penser que c'est propre à l'islamophobie, c'est propre à tous les racismes. Seule la nature de la menace varie dans l'espace et dans le temps. La menace, dans le cas des musulmans, la menace à l'égalité des sexes a été très mise en valeur, on va dire, dans le discours social. Dans les médias occidentaux, l'altérisation des musulmans a été rendue possible, notamment par une sorte de nationalisation du féminisme. Ça devient un bien national et par extension occidental, européen, occidental, nationalisation du principe d'égalité des sexes. Donc on a assisté pendant le débat sur la Charte des valeurs, ce procédé a été très fréquent. Donc plus précisément, pendant cette période, des valeurs féministes ont été mobilisées de façon à renforcer un clivage entre, d'une part, un nous national caractérisé par des valeurs libérales, occidentales, avec l'égalité des sexes au premier chef, et d'autre part, un eux musulman caractérisé par une culture patriarcale au sein de laquelle les femmes sont présumées soumises au joug de leurs hommes. Je vais fournir ici un exemple, une illustration qui pour moi est assez exemplaire de cette altérisation du sexisme et son corollaire, la nationalisation du féminisme, en comparant le traitement médiatique de deux cas qui ont été très médiatisés dans les médias, soit celui de la famille Shafia et celui du docteur Guy Turcotte. L'histoire des Shafia, on la connaît, c'est il y a quelques années maintenant déjà. C'est celle d'un père et d'un fils qui ont organisé un meurtre assez sordide des trois filles de la famille. Je vous passe les détails. Moi, je m'intéresse au traitement médiatique. Dans les médias, on nous a présenté cette histoire non pas comme un cas individuel explicable notamment par la psychologie ou la psychiatrie, comme on l'aurait fait dans le cas du groupe majoritaire. On véhiculait implicitement l'idée que ces hommes sont passés à l'acte, certes, mais qu'au fond, ça aurait pu être un autre de leurs co-religionnaires, car ils sont tous porteurs de la même culture qui prédispose au crime d'honneur. Ils portent en eux donc les germes d'une violence patriarcale en raison d'une culture musulmane partagée en commun. Maintenant, si on prend à contrario le cas de Guy Turcotte, qui a lui aussi tué ses enfants, dans les médias, son geste n'a pas été du tout expliqué par sa culture, alors qu'il aurait pu l'être. Quand on y pense, on aurait besoin d'une analyse féministe pour comprendre le geste de Turcotte. Même si tous les hommes ne sont pas des Guy Turcotte en puissance, je vous rassure, cet homme a été inséré, socialisé dans une société qui est encore marquée par un sexisme systémique qui renforce et légitime la domination masculine. Il faut savoir qu'en moyenne, sur l'île de Montréal, environ 1 homicide violent sur 5, c'est un crime conjugal. Puis dans la majorité des cas, il s'agit d'hommes qui recourent à la violence contre leur ex-conjointe ou leurs enfants parce qu'ils n'ont pas accepté de perdre le contrôle sur leur femme, souvent après une rupture. Ce type de crime relève donc du sexisme, de la culture, mais ce n'est certes pas l'apanage des immigrants et des musulmans. Pourtant, on explique le geste de Turcotte par un dérangement, par la folie. On en fait un cas individuel et isolé, comme si on voulait en faire un corps étranger au groupe, une pomme pourrie qui, comme une exception qui confirme la règle, nous rassure sur notre normalité. Cependant, dans le cas des musulmans, ce type de crime n'est perçu que comme un crime d'honneur, qui serait propre à la culture de l'autre.
j'insiste sur le que. Je ne dis pas qu'il faut non plus congédier la culture comme facteur explicatif, mais c'est certainement pas le seul facteur. Ce genre d'analyse nous aveugle en fait, je dis nous, le groupe majoritaire, face à son propre sexisme. C'est comme si chez l'autre musulman, il y avait un sexisme un peu extraordinaire, pour reprendre l'expression de la féministe Christine Delphi. Alors, on a parlé beaucoup de Turcotte, mais ce n'est pas le seul. Il y en a eu, je vous ai dit, un meurtre sur 5 est un meurtre conjugal qui est toujours traité dans les médias comme un crime passionnel, par un dérangement. On n'a pas parlé, on a parlé de Turcotte, mais il y a aussi le cas plus récent, le février 2014. La presse titre, et puis ça c'est vraiment, il y a une ironie qui a échappé probablement même aux journalistes et à l'auditoire peut-être, je ne sais pas. La presse titre « Triple meurtre dans Chaudière-Appalaches ». Il y a un homme qui s'appelle Martin Godin qui a tué deux de ses 3 filles, son ex-conjointe, qui est la mère de ses enfants, et le nouveau conjoint de son ex. La presse titre « Triple meurtre dans Chaudière-Appalaches », 2 points. Et là, on cite une question de trop de fierté. Et puis là, quand on lit l'article, on comprend d'où vient le titre. C'est qu'il y a une amie proche de Martin Godin qui ne comprend pas comment ce type-là est passé à l'acte. Et elle dit « C'était un bon père de famille et je pense qu'il n'a juste pas dû digérer la rupture. Est-ce une question de trop de fierté? Tu sais, quand on dit trop de fierté, il dit aux journalistes. Donc, je ne sais pas si, comme moi, vous voyez ici le parallèle à faire. C'est une question d'orgueil, de fierté avec le crime d'honneur. Hein, c'est un crime d'honneur québécois. Ben, c'est comme ça que c'est conçu. Sauf que c'est pas dit comme tel. C'est pas la culture qui est mobilisée. C'est un trop de fierté, un trop d'orgueil qui est considéré comme une déviance psychologique. Le crime d'honneur et de la fierté comme produit de la culture, la fierté masculine, ça c'est réservé aux musulmans. Donc, une autre menace, l'islam comme menace, autre procédé, pardon, l'islam comme menace à la laïcité. Donc, depuis la crise des accommodements raisonnables, la laïcité est devenue dans l'imaginaire collectif et dans le discours social au Québec un nouveau marqueur identitaire, national, de l'identité nationale. Mais un marqueur de distinction par rapport à qui? Il faut comprendre donc que le principe de laïcité, tout comme n'importe quel autre marqueur d'identité nationale, que ce soit la langue ou l'égalité des sexes, il va fonctionner, il va avoir une efficace sociologique que dans la mesure où il apparaît menacé. Donc la laïcité, à l'heure actuelle, tout le débat sur la laïcité, ce n'est pas un débat neutre sur la place de la religion dans l'espace public, c'est plus précisément dans l'imaginaire et le discours national. La menace principale à la laïcité s'incarne dans la figure du musulman, caractérisée par son penchant culturel, lire naturel, pour le fondamentalisme religieux, l'orthodoxie, le rigorisme, et par son incapacité à s'accommoder d'une pratique religieuse privatisée. Alors que toutes les données montrent que c'est le contraire, que les accommodements religieux, qu'ils soient raisonnables ou déraisonnables, sont le fait d'une minorité d'orthodoxes qui est bien également distribuée chez tous les groupes religieux. Et donc, combien de temps il me reste? Environ? Plus le 5 minutes de bonus. Il n'y a pas eu. Ouais. Okay, je continue. Donc, en outre, tout comme en France, d'ailleurs, cette laïcité identitaire, pour reprendre le mot de Jean Bobéro, a contribué au Québec à conférer une respectabilité à des discours qui traduisant bien davantage un désir désormais décomplexé de purger l'espace public de pratiques, les signes religieux associés à l'islam et à cette seule religion qui a un réel attachement à l'application neutre du principe de séparation de l'Église et de l'État. Je vais finir avec 2 autres menaces qu'incarne désormais l'islam au Québec et plus largement en Occident. La menace de radicalisation. Depuis que des jeunes musulmans nés en Occident ont commencé à commettre des attentats terroristes dans les sociétés où ils ont grandi, que ce soit à Londres en 2007, en France avec les attentats de Charlie Hebdo, chez nous, à Ottawa, à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2015, il s'agissait de convertir ça, on en a parlé un petit peu au début, puis après on n'a pas suffisamment le focus, le projecteur, la focale s'est braqué plus précisément après sur les dangers, le risque de radicalisation des jeunes musulmans. Peut-être ce serait intéressant, on aurait pu commencer à paniquer, on aurait pu penser que tous les jeunes Québécois un peu fragiles seraient aussi à risque de basculer dans l'islamisme. Je dis ça ironiquement.
Puisque dans le cas des jeunes musulmans, parce qu'on sait très bien que c'est pas du tout un phénomène généralisé, mais dans le cas des jeunes musulmans, ils deviennent automatiquement coupables par association et donc déradicalisés en puissance. Parfait, merci. Donc les différents, alors il y en a qui sont partis en Syrie pour combattre auprès des groupes islamistes armés. Du coup, tant les élus que les journalistes se sont lancés dans une chasse au radicalisme religieux, à la radicalisation. Les différents paliers de gouvernement ont commencé à contrôler le contenu même des prêches d'imams, voire à censurer et réduire au silence certains imams au nom de la lutte contre la radicalisation. On pense à cet imam Chaoui qui s'est fait dénier un permis parce qu'on a jugé que la rhétorique qu'il prêchait dans son centre risquait de contaminer les jeunes. Donc, il ne s'agit pas ici de donner la caution à ce type de discours, alors que ce soit fondé ou non, ces accusations. Ce n'est pas ça mon propos. C'est que l'idée qui tend cette fixation sur cette volonté de l'État de contrôler ce qui se dit dans la communauté musulmane, dans les mosquées, l'idée qui la sous-tend, c'est que les mouvements islamistes peuvent créer des clones en endoctrinant leurs coreligionnaires. On prête alors aux islamistes un pouvoir démesuré, presque tentaculaire, en s'imaginant qu'ils sont à même de manipuler les jeunes de leur communauté. Encore une fois, le présupposé qui sous-tend ce type de crainte, c'est que les jeunes musulmans n'ont aucune agentivité propre, aucune capacité de distanciation critique face aux discours extrémistes. Ce type de traque, de chasse aux sorcières, évidemment va à l'encontre de la liberté d'expression que l'on prétend défendre bec et ongles par ailleurs, comme on a pu le voir dans la levée de bouclier qu'a suscité le projet de loi 59, qui aurait interdit les discours haineux dans la Charte des droits et libertés. Et moi, je ne suis pas tellement d'accord en passant, parenthèse, avec ce projet de loi, au nom même, justement, de la liberté d'expression. Mais il ne faut pas une liberté d'expression à deux vitesses. Finalement, la menace d'islamisation, alors, c'est une perspective qui repose sur une inversion des rapports de pouvoir. Alors, ce qu'on retrouve, c'est une tendance qu'on retrouve dans la société, dans notre société post-11 septembre 2001 en particulier, c'est l'idée qu'il y a une minorité musulmane à l'intérieur, une septième colonne ici qui veut islamiser la société et ses institutions. C'est un peu le fantasme du livre de Houellebecq, La Soumission, qu'il a mis en roman. Donc, de façon pas du tout innocente, quant à moi, quand on connaît le personnage. Dans ce type de discours, les musulmans, surtout s'ils expriment publiquement leur foi, se voient attribuer non seulement un refus de s'intégrer, mais également une volonté conquérante d'imposer un islam politique rétrograde dans les institutions et les espaces publics. Dans cette logique, par exemple, même le port du hijab incarne l'avant-poste d'un intégrisme religieux porté par des mouvements islamistes opposés à la laïcité, qui manipulent les femmes voilées derrière, qui prêchent la ghettoisation culturelle et qui utilisent les femmes voilées un peu comme un cheval de Troie pour infiltrer et coloniser l'espace public étape par étape. Heureusement, enfin moi je trouve qu'au Québec, on trouve un peu moins la trace quand même de ce type de fantasme paranoïaque de l'islamisation de la société qu'en Europe. La menace d'islamisation, c'est une thématique qui est exploitée à fond par des partis d'extrême droite qui, en plus, peuvent en tirer un capital politique important. Tu sais, on voit des fronts nationaux qui, avec ce type de rhétorique, qui réussissent à gagner des 15 à 20%. Au Québec, on retrouve cette thématique de la menace d'islamisation sur des sites Internet, souvent un peu marginaux, tel Point de bascule, Poste de veille, contre l'islamisation, la Fédération des Québécois de souche et, plus récemment, Pégida Québec. Conclusion, s'il vous plaît. OK. Donc, ces sites et ces pages web parce que sont alimentés par des groupes qui font dans la théorie du complot, qui cultivent activement la figure de l'ennemi intérieur et ce qui rappelle étrangement les caractéristiques en fait de l'antisémitisme d'avant-guerre. Il y a une dizaine d'années au Québec, les médias, par contre, je dis que c'est pas juste propre à l'Europe, c'est très propre à l'Europe, ça a acquis une forme politique institutionnelle légitime, ce type de discours. Mais au Québec, il faut quand même un peu s'inquiéter puisque les médias commencent à donner une tribune à ce type de discours.
Et voilà, comme il faut conclure, je ne donnerai pas d'exemple. On va en reparler. Sur lequel va revenir. Super. Et en conclusion, je ne crois pas que l'islamophobie s'exprime au Québec de manière peut-être aussi virulente et décomplexée qu'en Europe, surtout à cause de l'histoire coloniale qu'on connaît dans certains pays comme la France par exemple. Mais l'islamophobie n'en est pas moins présente et elle est puissamment activée et exacerbée chaque fois que l'islam et les musulmans sont posés en problème social dans les débats publics, tels que celui des accommodements, la charte des valeurs. Puis surtout, je crois que l'islamophobie s'exprime ici de façon plus insidieuse qu'en Europe. Puis on le sait maintenant avec des études à l'appui qu'elle débouche tout autant sur de la discrimination, de l'exclusion dans l'accès à l'emploi, au logement et aux services sociaux. Voilà, merci.